Je me présente, je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand Bombardier. Merci d'être là. C'est moi qui aurai le plaisir de poser les questions ce matin à nos panélistes puis d'ajouter mon grain de sel à l'occasion. Avant de commencer, nous voulons reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire. Alors que nous entamons la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une pensée toute spéciale pour les survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés. Si nous aspirons à un avenir plus juste ensemble, nous devons nous poser la question de notre rôle dans ce grand exercice de réconciliation. Cette journée, nous la voyons comme un appel à écouter, à apprendre à mieux connaître les nations qui partagent avec nous ce coin de l'île de la Tortue, à reconnaître toute la complexité et les nuances de leur expérience vécue et des impacts continus de la colonisation. Et aussi à identifier, je m'excuse, j'ai perdu mon écran. Je m'excuse. Et aussi à identifier comment nous pouvons participer activement à ce travail de réconciliation qui ne peut se réaliser sans l'apport de tous. Avant de vous présenter nos panélistes de ce matin, quelques petites notes administratives. On va vous demander pour la durée de la discussion de travailler à micro et caméra fermés, ce qui va vous permettre d'avoir en vue le panel des gens qui vont intervenir. Il y aura une période de questions à la fin, une période de questions générales en mode plénière. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les indiquer dans le clavardage. On va s'assurer de les faire remonter. J'ai deux collègues là, que vous ne verrez vous ne voyez pas, Marie et Maëva, qui sont un peu comme les voix du loft, là, qui vont peut-être intervenir pour faire remonter des questions pendant la discussion, si elles jugent là, que c'est particulièrement approprié. Sinon, on va les ramener à la fin. Ne vous en faites pas. On vous invite aussi à poser des questions qui sont d'intérêt général pour tous. Pourquoi cet atelier? Bien, nous parlons souvent de la façon d'approcher des nouveaux donateurs potentiels, des manières de les convaincre, de soutenir notre cause. Mais lorsque ces donateurs-là ont rejoint notre famille de donateurs, comment maintenir, entretenir et approfondir ces relations? C'est ça qu'on vous propose ce matin, c'est-à-dire d'entendre des donateurs expliquer dans leurs mots quelles sont leurs attentes face à un partenariat, qu'est-ce qui les motive à rester engagés auprès d'un organisme. On a voulu donner la parole à des gens dont l'expérience de donation est diversifiée afin de multiplier les points de vue. Bien que leur cible de donation ne corresponde peut-être pas nécessairement à votre organisation, nous sommes persuadés que leur point de vue permettra d'ouvrir une fenêtre sur les motivations et attentes des donateurs et de susciter des réflexions sur les bonnes pratiques pour fidéliser nos donateurs. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Nous avons avec nous Katia Sayag de la Fondation communautaire juive de Montréal, Floriane Lemoine de la Fondation Chamandi, Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause, et Claude Dumas, qui est un donateur individuel, ainsi que Chantal Cadieux, qui est aussi une donatrice individuelle, mais qui a une PME, donc qui fait certains dons à travers son entreprise. Sans plus tarder, une première question que je lance. On a dit qu'on s'attardait aujourd'hui aux partenariats qui sont déjà en cours. Donc, on n'est pas dans le mode séduction, on est plus dans le mode maintien. Donc, après le coup de foudre, pour vous, quels sont les facteurs essentiels au maintien d'un partenariat? Et c'est quoi un partenariat idéal? Je commencerai avec Floriane. Merci Aude, grande question. Je pense pour commencer, je dirais que je ne veux pas décevoir tous nos invités aujourd'hui dès le début, mais dans tout ce qu'on va partager, je pense que ça va être de retours d'expérience, mais que malheureusement, il n'y a pas non plus de recette magique, en tout cas pour la fondation pour laquelle je travaille. Et parfois, malgré toute la qualité d'une relation qu'on peut avoir, il y a des politiques internes qui font qu'on ne peut pas renouveler des partenariats ou qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre d'années de partenariat. Donc, même si ce n'est pas très
gai et parfois peut-être un peu décourageant. Je voulais juste le dire parce que ça permet peut-être d'avoir des attentes aussi un peu proportionnelles. Mais même en sachant ça, je pense que faire en sorte d'avoir un bon partenariat avec un financeur, c'est important parce que, par exemple, moi, je travaille pour une fondation familiale qui est un tout petit milieu, en fait. On se connaît en général assez bien entre nous. Et donc, avoir une bonne relation avec un financeur, ça peut vouloir dire avoir accès à un certain réseau potentiellement, ou en tout cas garder une bonne image en tant qu'organisme qui peut être utile pour la suite, même si finalement vous ne continuez pas la relation avec ce partenaire-là. Donc ça, c'était un petit peu mon préambule. Et sinon, pour essayer de répondre en laissant du temps aux autres, je pense que Aude parlait de coup de foudre et pour moi, ensuite, la suite d'un partenariat, c'est un petit peu aussi comme dans une relation amoureuse, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut trouver l'équilibre entre ne pas être tout le temps sur le dos de la personne et ne pas non plus la ghoster, comme on dirait en bon français, donc c'est-à-dire ne partir et plus jamais donner de nouvelles une fois que l'accord de financement a été signé, ce qui arrive. Je sais que moi, je travaillais avant pour des organismes communautaires et je me serais dit quoi, mais c'est pas possible, personne ne ferait ça. Et si. Ça arrive qu'on signe une entente de partenariat, qu'on partage la nouvelle, on a parfois un petit merci, et puis ensuite plus de nouvelles jusqu'à une nouvelle demande de financement. Et ça, forcément, même si on reconnaît qu'on est des financeurs et c'est notre travail, ça donne un petit peu l'impression d'être un distributeur automatique de billets et c'est pas très agréable. Donc voilà, pour résumer sur cette introduction, je pense que c'est une affaire d'équilibre en fait en termes d'intensité de la relation entre donner des nouvelles régulièrement sans que ce soit non plus un peu trop intense et rester présent voilà, après l'entente. Merci Floriane. Cathy, maintenant, toi, ta vision de ce partenariat-là, idéal ou le plus idéal possible? Bonjour tout le monde. Alors, ça retouche un peu, ça va aller toucher un peu ce que dit Floriane. C'est une question de bonne communication. Une bonne communication, c'est important pour n'importe quelle relation, une relation d'affaires, une relation personnelle. Un philanthrope et un organisme, c'est la même chose. Les communications doivent rester ouvertes. Et pour moi, après le coup de foudre, c'est-à-dire la première sollicitation qui a été bien reçue, c'est là que débute cette relation. Et c'est là où il faut mettre beaucoup d'efforts, sans évidemment être trop collé à la personne ou la chaler, ce n'est pas le but, mais d'être sûr de comprendre ce qui a motivé le donateur ou la donatrice, qu'est-ce qui a motivé ce premier don, pour ensuite s'assurer qu'on va créer quelque chose de durable. Alors, après avoir compris la motivation, c'est de dire qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information qui va fidéliser cette personne. Et là, c'est vraiment une question de ne pas prendre le don pour acquis, mais plutôt de dire que là, c'est là que le travail commence pour démontrer à ce donateur, cette donatrice, que l'investissement a été mis à l'œuvre comme comme les attentes étaient. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Comment on va donner un retour d'information qui va faire en sorte que la personne soit fière de ce geste, dit j'ai fait une bonne décision. Et de là, quand il y a cette sensation d'avoir vraiment contribué à la cause, parce qu'il y a un retour d'informations qui démontre que ça a été un bon investissement, et bien là, la relation vraiment commence. Et on peut échanger et s'assurer que ça va être un don qui va être durable et peut-être même dans plusieurs cas, si c'est bien fait, ça peut être quelque chose qui va avoir une pérennité à long terme. Merci beaucoup, Cathy. Claude, maintenant, j'ai le goût de vous entendre, vous, comme donateur individuel. C'est quoi vos partenariats, vos relations idéales avec les organismes soutenus? Ah, et vous êtes sur mute, Claude. Je ne peux pas dire que j'ai
un modèle, un idéal de relation. Je donne à des organismes principalement pour la mission. Ça rejoint mes intérêts ou mes préoccupations et j'essaie d'avoir et j'apprécie avoir de l'information sur ce que l'organisme fait, ses réalisations, un peu d'informations financières et c'est à peu près ça. Parfait, merci beaucoup. Marjolaine, de ton côté? Oui, bonjour tout le monde. Merci Aude pour la belle invitation ce matin. Très appréciée. Je suis très contente d'être ici avec vous. Moi, je dirais que c'est sûr que chez Bell, on a établi une politique d'investissement communautaire avec une vision stratégique focusée sur la santé mentale. Fait que déjà, on a comme annoncé nos couleurs de qui étaient les organismes avec lesquels on voulait travailler d'emblée. Alors, on cherche à avoir un bon fit, si je peux m'exprimer ainsi, avec les organismes qui répondent à nos critères d'éligibilité. C'est sûr que pour entretenir une lune de miel, puis on a certains organismes qu'on ne connaissait pas du tout au moment où on a lancé Belle Cause pour la cause, d'autres qu'on connaissait davantage, là, que ce soit des hôpitaux psychiatriques où on les connaissait plus de réputation. Mais des plus petits organismes locaux, c'était vraiment une découverte pour nous. Alors, je vous dirais que l'important, c'est d'établir la relation de confiance, d'avoir des communications personnalisées. Alors, si vous m'envoyez juste votre infolettre avec « cher monsieur, chère madame », ça ne vient pas nécessairement attirer le donateur de façon à avoir une connexion émotionnelle avec la cause ou avec l'organisme. Donc, peut-être quand c'est avec un nouveau donateur, en plus, de vraiment personnaliser votre message. Bonjour Marjolaine, ça me fait plaisir de vous envoyer notre infolette qui vient de sortir. Vous allez remarquer telle nouvelle. Nous donner un heads-up parfois sur une découverte intéressante ou un projet qui a eu beaucoup de succès ou bien il y a un nouveau DG qui s'en vient. Alors, de vraiment personnaliser les communications avec nous. Je vous dirais, c'est sûr, toute la relation de confiance au fil du temps. Puis, nous, on a bien sûr une campagne publique de Belle Cause pour la cause en janvier. Alors, quand les organismes participent à la campagne, font résonner le message, bien, ça nous aide à leur aider puisque pour chaque interaction sociale, Belle va donner 5 sous à la cause. Fait que, plus les organismes communautaires participent au mouvement puis font rayonner la campagne, bien, plus on a des moyens financiers après ça pour pouvoir les aider à leur tour. Alors, c'est sûr que moi, dans mon radar, je vais regarder lesquels organismes communautaires avec qui on a fait affaire sont le plus actifs pendant la campagne. Tu sais, c'est du donnant-donnant, dans le sens où on va apprécier qui amplifie le message pour qu'après ça, nous, on puisse les aider davantage. Fait que je vous dirais que ça, c'est sûr que c'est un élément aussi. Puis, tout dans la relation, c'est la crédibilité de l'organisme. Donc, l'authenticité, la transparence, la capacité de développer une relation de confiance. Merci beaucoup, Marjolaine. Chantal, maintenant, la dernière mais non la moindre. Toi, c'est quoi de Ben oui. Bonjour tout le monde. Merci aussi, Aude, pour l'invitation. Moi, je partage un peu tout ce qui a été dit déjà. Mais moi, comme je suis une donatrice individuelle, donc évidemment, comme pour Claude, ce sont des causes qui vont me toucher personnellement souvent. Quand on dit que, oui, je donne aussi avec une corporation, mais en même temps, c'est que moi, je suis pigiste. Je suis donc travailleuse autonome. Donc, il y a des années où je peux donner davantage que d'autres parce que mes revenus ne sont à peu près jamais les mêmes. Donc, ce qui pour moi va être important, c'est évidemment de donner à des organismes crédibles dont on entend parler, donc des causes qui me touchent, puis aussi cette relation-là, quand on va m'écrire personnellement, on va me dire, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, qu'on reconnaît ce que j'ai fait, puis ça me touche, mais je ne vais pas être inondée non plus. Quand on m'envoie trop de suivi, de lettres ou de demandes, là, je peux
peux devenir me sentir coincée, surtout si je sens quand je donne pas, parce que je ne peux pas me le permettre et qu'on me fait sentir coupable. Ça, j'ai du mal avec ça, puis ça va souvent être vraiment une raison qui va faire en sorte que même l'année suivante, je vais passer mon tour. Mais sinon, quand il y a une relation, je dirais sympathique, mais je n'ai pas besoin de compte rendu. Moi, moi, je vais donner. Mais je veux sentir aussi que ça donne quelque chose. Quand on me réécrit pour me dire on a fait telle affaire, on a eu telle activité, je sais pas, je sens que c'est stimulant, puis je sens que je participe à quelque chose. Fait que c'est ce qui va faire en sorte que je vais rester plus longtemps. Mais évidemment, comme c'est personnel, il y a parfois des causes qui vont arriver dans ma vie. Puis je vais faire ah ben là, je veux maintenant, pour en tout cas quelques temps, contribuer à cette cause-là. Donc, c'est un peu ma façon de voir le partenariat à long terme. Merci Chantal. Vous l'avez beaucoup évoqué, ce que les retours, hein, les suivis après un don. Souvent, on va parler de reddition de compte. Je sais qu'au niveau des donateurs individuels, on n'est pas dans cette logistique-là nécessairement. Mais c'est une partie importante du travail des organisations dans la gestion philanthropique, la gestion des dons. Puis je suis certaine que beaucoup de gens se posent la question. Si on plonge plus spécifiquement là-dedans, qu'est-ce que vous aimez recevoir? Qu'est-ce que vous, pour les fondations établies, souvent il y a votre politique de dons demande certaines choses. Pour les donateurs individuels, c'est plus des choses que vous aimez recevoir. Mais je suis certaine que tout le monde est curieux de savoir c'est quoi vos attentes face à la reddition de compte ou au retour. Je commencerai par Cathy cette fois-ci. Vous savez, les redditions de comptes, ça varie énormément, dépendamment de l'ampleur de l'investissement. Donc, quand on parle d'un don annuel qu'on contribue, on va dire d'une façon modeste, un remerciement, un exemple, oui, absolument, des communications personnalisées, mais des exemples des activités qui ont été réalisées grâce à ce don, c'est important, c'est vital. Lorsqu'on parle, et évidemment dans le contexte où je travaille à la Fondation communautaire, quand on parle des dons très importants, de grande envergure, là, il faut aller être beaucoup plus précis, c'est-à-dire de déterminer qu'est-ce qu'on essaye de changer dans le monde. Donc, c'est plus qu'une mission. La mission, c'est important, mais de dire, bon, cette activité, qu'est-ce que ça va changer pour notre société? Et de là, essayer d'établir des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller mesurer et retourner à ces investisseurs, des donateurs, des donatrices, pour indiquer qu'effectivement, on a atteint notre objectif. Alors, lorsqu'on parle de dons importants qui vont aller encore fidéliser pour longtemps, on parle précisément de qu'est-ce qu'on va aller mesurer pour montrer qu'il y a eu un apport important. Alors, ça varie beaucoup, beaucoup, ces redditions de comptes. Ça peut être quelque chose de très simple qui dit voilà ce qu'on a réalisé, qui va aller fidéliser. Mais lorsqu'on parle des dons importants, c'est un peu plus scientifique, sans dire que tout doit être mesuré, parce que des fois, il y a des choses, des activités qui vont avoir une grande valeur sans nécessairement avoir une attribution numérique. Ça peut être qualificatif plus que quantifié. Et ben, à ce moment-là, il faut savoir ce qu'on va rapporter dans un rapport au minimum annuel à ces donateurs importants pour essayer de mesurer l'impact de ce don. Merci beaucoup, Cathy. Floriane, toi, de ton côté? Oui, je suis assez d'accord avec Cathy sur le fait que ça varie. Même si nous, à la Fondation Chamandy, on a un formulaire en ligne à remplir une fois par an qui est le même pour tous les organismes, à l'exception d'une case où effectivement
on laisse la possibilité de remplir des indicateurs qui sont propres à chaque organisme. Et on a des questions aussi qui sont assez ouvertes et qui permettent d'être vraiment personnalisées selon les organismes, avec toute une partie qualitative. Et effectivement, donc c'est les mêmes formulaires pour tout le monde, mais je dirais que je n'ai pas la même attente quand je le lis, effectivement, selon que c'était un don de quelques milliers de dollars qui pour nous est plutôt dans les petits dons, même s'il n'y a pas de petits dons, ou un don effectivement de presque 100 000, je vais m'attendre évidemment à une quantité et une qualité d'informations différentes. Et ce que j'essaie aussi de prendre en compte, c'est la capacité de l'organisme à faire ce rapport. C'est-à-dire que les plus petits organismes, beaucoup n'ont pas de personnes dédiées aux relations avec les donateurs, c'est la directrice ou le directeur en général qui s'en charge. Et donc, je reconnais aussi qu'ils sont très, très, très occupés. Et on va dire que je vais moins en tenir rigueur si je n'ai pas quelque chose d'extrêmement fourni. Je vais faire un suivi après si besoin. Donc, moi, j'essaie aussi d'adapter mes attentes en fonction des capacités de l'organisme et de la taille du don. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est parfois des petits organismes qui sont bien meilleurs en termes de suivi, peut-être parce que, comme on le mentionnait précédemment, il y a cette relation parfois plus personnelle. Et alors que peut-être que des plus gros organismes sont habitués finalement à avoir beaucoup de donateurs. Et comme le disait Marjolaine, ça arrive assez régulièrement qu'on reçoit des très très belles infolettes, mais où on voit que elles ont été envoyées à beaucoup beaucoup de monde, ce qui est compréhensible, mais qui du coup et pas forcément effectivement ce qu'on peut ne pas suffire, on va dire. C'est bien, mais ça peut ne pas suffire. Et pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas... En fait, nous, on essaie de le mentionner très clairement dès le début de partenariat. Il y a aussi des organismes qui me demandent, même au cours de la demande de financement, qui me disent si ça fonctionne, quelles sont vos attentes. Je pense que c'est tout à fait une question qu'on peut poser. Et comme ça met aussi un peu les cartes sur la table, je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais en tout cas, ça met les attentes au clair. Et je pense que ça, encore une fois, si on parle en fait d'une relation comme une relation presque de couple, c'est aussi avoir des attentes claires qui peut être assez sain et qui permet d'éviter en fait des déceptions d'un côté ou de l'autre. Merci Floriane. Avant de passer la parole à la prochaine, je voulais juste dire, j'ai vu qu'il y avait deux questions, une question de Sarah et une question d'Emmanuel dans le chat. Je les ai vues, puis je vais les ramener. Je vais laisser la chance à tout le monde de parler, puis je vais l'amener pour tous. Je vais y aller avec la troisième partie du triumvirat de donateurs, disons, organisés. Parlons de philanthropie organisée. Marjolaine, de ton côté, quelles sont les attentes? Bien, je vais reprendre un peu ce que disaient Cathy et Floriane. De notre côté, c'est sûr qu'on s'attend à un rapport de reddition de compte, puis on l'indique d'emblée dans le formulaire d'application pour le fonds communautaire, le fonds diversité, le fonds postsecondaire. Quand c'est des dons majeurs, c'est sûr qu'on va demander un rapport de reddition de compte un peu plus élaboré. Et d'ailleurs, on a un formulaire aussi en ligne qu'on envoie. Là, je suis là-dedans en ce moment à l'automne, d'envoyer le rapport de reddition de compte à remplir. Mais les attentes sont claires parce qu'au moment où on avait accepté le don, on s'était entendu sur quels allaient être les objectifs, les livrables, l'échéancier. Et donc, la personne a assez exactement sur quoi on voudrait pouvoir mesurer l'impact. C'est sûr que nous, on dépense l'argent des actionnaires quand on fait des dons. Alors, on veut être sûr que l'argent est dépensé à bon escient et que ça a effectivement une transformation dans le monde, ça a un impact social réel. Et chez Bell, on finance des projets et non pas la mission. Alors, je sais qu'il y a des fondations qui sont plus des dons à la mission, alors que nous, on finance des projets concrets. Et d'ailleurs, dans notre site web Belle Cause pour la cause, il y a une section résultats et impact. Et c'est là que sont colligées finalement beaucoup de données qui nous sont fournies par les rapports de reddition de compte. Parce qu'on veut montrer aussi au grand public que les sous ont servi à quelque chose, que la campagne Belle Cause, ce n'était pas juste une campagne de marketing pour l'image de Belle. C'est bien important pour nous parce qu'il y avait un peu cette critique-là de dire, on ne sait pas vraiment où va l'argent. Mais non, vous le savez parce que notre site web l'indique quels sont les projets qui ont été financés. Il y a un descriptif de chacun des projets et dans la section résultats et impact, on voit là
combien de personnes au total ont été supportées par des lignes d'aide, combien de vétérans et militaires ont été supportés grâce à des projets sur le choc post-traumatique, etc., etc. Alors, ça, pour nous, c'est important de colliger les rapports de reddition de comptes. Ceci dit, puis surtout là, dans les 2 dernières années avec la pandémie, on est compréhensif quand il y a des délais, quand le projet n'a pas pu avancer au rythme qui était supposé parce que la personne coordonnatrice du projet est tombée en maladie, il y a eu un changement organisationnel au sein de l'organisme, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'ils expliquent certains délais dans la livraison du projet. Alors, on est compréhensif, on va donner un 6 mois additionnel. On ne demande pas d'être remboursé là, parce que le projet n'est pas arrivé à échéance au moment où on le voulait, mais on veut des explications. Parce que moi, les rapports de reddition de comptes, ils sont présentés à notre comité de gouvernance et à la haute direction à chaque automne pour vraiment s'assurer qu'on a une vision claire et qu'on a aussi des résultats qu'on peut partager après ça. Puis dans le fond, ça nous sert aussi de bonnes nouvelles auprès de la communauté, de faire rayonner ces organismes-là qui ont livré les projets pour lesquels ils avaient demandé du financement. C'est tout à leur honneur de nous faire un rapport de reddition de comptes qui explique ce qui a été fait avec les sous. Merci Marjolaine. Chantal, de ton côté? Donc, de mon côté, comme je disais plus tôt, donc comme je fais des dons personnels, je m'attends pas à ce qu'on me revienne avec ce qu'on a fait avec mon don. Sur ce que j'aime vraiment de plus en plus, j'essayais d'analyser les dons que je fais, c'est quand je sais d'emblée ce qu'on va faire avec. Quand on me sollicite on me dit avec le don que vous faites, vous allez faire manger 100 personnes en situation d'itinérance. Vous allez aider des femmes à avoir une maison qui va les protéger avec leurs enfants. Quand on me dit d'emblée, ça va servir à une plateforme pour aider les gens de la communauté LGBTQ+, et plus, qui sont en situation de violence conjugale. Ça m'interpelle parce que c'est précis, puis j'ai vraiment l'impression de participer à un projet précis. On peut donner à des causes aussi, là, je veux dire, dans l'absolu, on va donner, mais je me rends compte avec les années que plus c'est précis, plus on me dit d'emblée, plus ça vient me chercher. Puis je fais, OK, oui, je veux participer à ça. Fait que c'est un petit peu comme en amont, je dirais, que j'ai besoin de savoir à quoi va servir mon don. Puis je sens que je fais une différence à ce moment-là. Puis comme j'ai déjà dit, c'est pas que je veux des merci, puis que je veux que publiquement on reconnaisse, ah, elle nous a donc aidé, c'est pas ça. C'est juste de savoir que je participe à quelque chose. Ça, c'est pour moi très, très important. De plus en plus, je trouve que c'est une belle façon de faire pour me solliciter, là, je trouve. Merci Chantal. Et vous, Claude, vous avez un peu évoqué tantôt ce que vous aimiez. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont Ah, il faut enlever faut enlever le mute. Alors, je souscris à ce que Chantal vient de dire, avec une réserve qu'elle partage tout probablement, cependant. Je donne à des organismes d'une taille suffisante pour avoir du personnel et donner de l'information. Mais aussi, je donne à des micro-organismes très nichés, comme je sais pas, la Fondation pour les artistes. Et ayant fait du bénévolat aussi dans ma vie, je sais très bien que ces organismes-là ont des ressources limitées, actuellement sont débordés. Alors, je ne suis pas très exigeant à leur égard en termes d'information et de suivi. Je présume assez volontiers que ces organismes-là, comme tous les petits organismes de bénévolat, ont des frais de gestion minimaux. Tout le monde est bénévole et absorbe une partie de ses coûts. Merci beaucoup, Claude.
avant de vous relayer les deux questions, je partagerai de notre côté aussi, là, je dirais que il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui s'appliquent chez nous aussi. Puis sur quelque chose qui vient aussi ramener la première question de c'est quoi le partenariat idéal. Nous, un des éléments importants, c'est l'apprentissage mutuel. Donc, on aime beaucoup apprendre des organismes avec lesquels on travaille. Puis ça se reflète dans ce qu'on aime recevoir, dans le sens que, à mesure que la relation se bâtit, qu'on sait ce qui intéresse, c'est quoi les objectifs mutuels, lorsqu'une organisation nous partage l'information en nous disant « Hey, regardez ça, je pense que ça va vous intéresser », c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Puis en plus, bien, ça met en valeur toute l'expertise puis toutes les connaissances de l'organisation. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où c'est de l'information qui est venue d'un organisme qui a été à l'origine d'un atelier Philagora ou à l'origine d'un changement de pratique à l'interne chez nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puis ça met en valeur toute la force de l'informel. Et tout le monde l'a mentionné, je pense que personne n'a le temps de recevoir des communications quotidiennes, hebdomadaires de chacun des organismes avec lesquels on travaille. Par contre, c'est le fun, une fois de temps en temps, d'avoir un appel qui n'est pas pour une reddition de compte officielle, mais juste de dire « Hey, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis ça nous permet d'approfondir la relation souvent. Il y a deux questions super intéressantes qui ont été posées dans le chat. Le premier de Emmanuel. Et là, la façon dont c'est fait, je ne vois pas le nom de l'organisme. Oui, de la Fondation du CLSC Suzor-Côté. C'est une question qu'on a eue souvent. Donc, elle dit « Que pensez-vous des fondations qui envoient des cadeaux aux donateurs à l'effigie de la fondation? » Là, on parle des fondations publiques comme la sienne. Mon conseil d'administration est partagé entre la notoriété et visibilité que ça amène et offrir quelque chose à certains grands donateurs et le fait d'investir une somme qui ne retourne pas directement à notre mission. C'est quoi votre position face à recevoir ça? On le sait, on en a tous reçu là, des plaques qui soulignent notre don ou un tableau, des choses comme ça. Je vous laisse intervenir si quelqu'un veut aller de l'avant. Vas-y, Marjolaine. Moi, je vais vous dire, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire chez Bell de recevoir des plaques du fait qu'on a été un grand donateur. Je préfère, d'ailleurs, on fait même en ce moment l'inverse avec les organismes communautaires, c'est qu'on prépare une plaque disant, bon, fier partenaire de Belle Cause pour la cause, puis c'est eux qui l'installent dans leur centre communautaire ou dans leur organisme. Pour nous, l'important, c'est l'avancée du projet, puis la reconnaissance publique, elle est plus sur les médias sociaux, elle est plus sur, par exemple, si on fait un immense don à un hôpital, ça va être plus une plaque sur leur mur des donateurs pour une campagne majeure, par exemple, où il y a du trafic, puis que les patients, les employés, les personnes de l'hôpital vont voir que Bell a donné à cet hôpital-là, plus que moi qui reçois à mon bureau une plaque commémorative. Ça, c'est pas nécessaire. Floriane, j'ai vu que tu avais aussi... Oui, c'est une bonne question et je pense que ça fait partie des pratiques philanthropiques qui sont en train de changer. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même des personnes que ça touche, ces plaques personnalisées, etc. Et il y en a d'autres, comme disait Marjolaine, comme je pense que c'est pas mal le cas aussi à notre fondation, à la Fondation Chamandy, pour qui on va l'apprécier, mais on va trouver qu'effectivement le temps et l'argent aurait été tout aussi bien investi au service de la cause, même si on sait que ça vient d'une bonne intention.
Je pense que ça dépend aussi un petit peu du format du cadeau, c'est-à-dire que si c'est un organisme avec les arts et si c'est, je sais pas, une œuvre d'art réalisée par des enfants, par exemple, un programme qu'on a financé, bah, forcément, c'est un petit peu différent. Mais ça peut faire, moi je dirais que, je vais un peu me répéter, mais ça peut faire partie des questions que vous posez en fait. Vous pouvez leur dire, pour certains donateurs voilà, de votre envergure, on propose cette opportunité, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et comme ça, vous voyez leur réponse et vous n'avez pas à investir cet argent si ce n'est pas quelque chose qui est apprécié et si ça l'est, bah, vous le savez, vous pouvez le faire. Tout à fait. Puis j'ajouterais même, dans certains cas, c'est peut-être plus profitable pour vous d'offrir 2 billets à votre prochain cocktail au lieu de faire la plaque, là. Invitez le donateur avec 1 ou 2 billets à votre prochain événement et là, ça permet le relationnel, ça permet d'approfondir. Je trouve que la plaque est peut-être un coup d'épée dans l'eau et un investissement qui serait plus profitable finalement de permettre à la personne de vous revoir à nouveau et de voir ce qui se fait là, dans l'organisme. Je crois que Chantal, tu avais aussi levé la main. Je veux juste dire que personnellement, moi, je ne vois pas du tout l'intérêt à avoir des cadeaux comme ça. Moi, même que parfois, je vais faire, ben voyons donc, ils ont mis de l'argent là-dessus, puis ils m'envoient ça, ça me gêne beaucoup. Moi ce que j'aime aussi, c'est les encans silencieux ou les encans même à la criée, où là, on va acheter un lot et on sait qu'il y a de l'argent qui va à la fondation et on sait qu'il y a des gens mais qui ont donné. Parce que ça m'arrive moi aussi d'offrir des lots dans des encans avec bon, soit une activité ou quelque chose que moi je peux offrir. Puis à ce moment-là, on le sait qu'on n'aura pas de sous pour ça et on le donne et il y a quelqu'un qui va l'acheter. Ça pour moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un beau procédé. Puis quand c'est silencieux, c'est le fun aussi. On sait qu'on a quelque chose en retour puis qu'on donne aussi. Mais pour moi, c'est important de savoir quand même à ce moment-là, est-ce que beaucoup de tout cet argent-là va aller à la fondation, là? Puis en même temps, des fois, on pourrait avoir un petit malaise en se disant, ben, il y a un artiste qui vient de donner une toile, puis bon, ben, on espère que son don va rayonner. Parce que souvent, on va me dire que les artistes qui donnent comme ça pour des encans silencieux, il n'y a pas nécessairement de retombées. On ne va pas les rappeler pour créer une toile ailleurs. Fait que, des fois, j'ai un petit malaise avec... donc, je vais choisir mon lot en me disant, ben, j'espère que ces gens-là sont capables de bien assumer donc la dépense du lot qu'ils offrent. J'essaie de voir un petit peu juste par mon instinct et voir le type de lot. Mais sinon, recevoir des cadeaux, pour moi, là, c'est même rébarbatif. Je vais faire, oh mon Dieu, non. Pourquoi mettre des sous là-dessus? Je trouve que ça tend à changer, puis il faut que ça change parce qu'on veut que l'argent aille vraiment, vraiment à la cause. Donc, les petits cadeaux, puis même parfois, on peut trouver ça, moi, personnellement, là, je veux dire, le porte-clés avec... je ne suis pas sûre que je vais l'utiliser. Donc, en même temps, je ne l'utilise pas. Alors, ça se retrouve au recyclage, ça se retrouve... Donc, dans mon cas, puis je pense personnellement, j'ai vu d'autres artistes un petit peu des fois s'insurger sur les réseaux sociaux pour des cadeaux reçus pour un don. Puis c'est pas très, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est plus nécessaire. Je pense que justement, quand on donne, puis on veut vraiment que les sous aillent à la bonne place. Fait que, ne vous forcez pas pour m'envoyer des cadeaux ou des fleurs. C'est pas pour ça qu'on donne. Merci Chantal. Puis je me permets une anecdote. Je partage cette idée-là qui a été évoquée. Je crois que c'est une pratique qui est en transition, qui va arriver de moins en moins souvent. Puis la Fondation, nous, est née en 65. Donc, vous imaginez qu'avec le temps, on a reçu beaucoup de ces cadeaux-là. On n'a jamais eu assez de murs pour mettre toutes les plaques. Mais on a un musée qui a un service d'archives. Donc, on avait la chance d'archiver tout ça. Puis, il y a environ 10 ans, l'archiviste en chef a appelé pour nous dire, s'il vous plaît, dites aux organismes de ne plus vous envoyer de choses, j'ai plus de place à tout mettre ça. Donc, oui, je pense que tout le monde comprend que ça part d'une bonne intention, puis on est content, on est fiers des partenariats qu'on établit. Par contre, trop souvent, comme le disait Chantal, ces choses-là se retrouvent sur une étagère poussiéreuse ou malheureusement dans une boîte quelque part.
si ce n'est pas au recyclage. Donc, moi aussi, je partage cette idée-là. La deuxième question, c'était Sarah Deluca du Théâtre de la Ville, bonjour Sarah, qui disait « Nous parlons souvent d'indicateurs de performance, quantitatifs et qualitatifs. Avez-vous des exemples d'indicateurs qui ont une valeur ajoutée pour les donateurs corporatifs et les fondations privées? » Cathy, Marjolaine, Florane, Marjolaine, j'ai vu une main levée. Moi, je dirais que le premier indicateur, c'est le nombre de personnes aidées. Pour moi, c'est très, très important parce qu'on œuvre en santé mentale. Donc, on sait que la préoccupation en santé mentale, c'est les listes d'attente, c'est l'accès aux services, c'est l'accès aux soins. Alors, je vous dirais qu'un des indicateurs, c'est quand vous présentez le projet de façon réaliste, combien de personnes vous allez pouvoir aider ou de combien de mois vous allez pouvoir réduire votre liste d'attente. Mettons que vous avez une liste d'attente de 100 personnes qui attendent pendant 6 mois avant de recevoir des services. Si on élargit la portée, bon, ben, la liste d'attente va être réduite à 3 mois au lieu de 6 mois. C'est ce genre d'indicateur précis qui m'interpelle. Et puis, bien sûr, tous les sondages auprès de vos usagers de services sur, mettons que vous avez créé un atelier de soutien de groupe. Alors, comment on a sondé les usagers sur leur appréciation de cette nouvel atelier-là, par exemple, qui a été mis en place. Merci, Marjolaine. Cathy? Oui, souvent, ça va être le nombre de personnes qui ont reçu ces services, cette aide, c'est vrai. Mais je dirais à Sarah et aux autres qui sont à l'écoute, c'est de demander quelles sont les attentes de ce donateur ou cette fondation. Parce que pour certains, on va parler d'un théâtre, par exemple, parce que la question vient d'un organisme théâtral, c'est que ça peut être le nombre de personnes touchées pour certains, mais pour un donateur, une donatrice, ça peut être, écoutez, moi, ce que je veux, c'est de voir que ceux qui sont présents à des prestations théâtrales ou dans l'art, la culture, que la moyenne d'âge baisse parce que je veux aller toucher les plus jeunes. À ce moment-là, ça va être, vous allez mesurer quelque chose de différent. Parce que si vous arrivez peut-être à juste avoir dans des prestations théâtrales quelques jeunes, ben, ça va faire une grande différence pour cette personne. On a fait quelque chose. Donc, c'est de demander, surtout aux fondations évidemment, mais même aux particuliers, de dire quelles sont les attentes, qu'est-ce que vous voudrez comme information. Et des fois, c'est qualitatif et des fois, c'est quantitatif qui va faire que vous allez être fiers de votre investissement philanthropique. Alors, posez la question pour ensuite pouvoir retourner avec l'information qui va dire on a accompli ce qu'on avait dit qu'on voulait accomplir. Des fois, c'est des chiffres, c'est le nombre, mais des fois, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, faut poser les questions. C'est ça la bonne communication, c'est d'être au courant des attentes de chacune et de chacun. Merci, Cathy. Je pense en effet que c'est important d'avoir une conversation sur les indicateurs qui sont souhaités. Une chose chez nous, par exemple, on aime beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de soutien à la mission, donc parfois, les indicateurs quantitatifs ne vont pas changer beaucoup d'une année à l'autre. Le nombre de personnes aidées va rester sensiblement le même, puis dépendant de la niche où on intervient, mais ça ne veut pas dire que ça va être un indicateur qui va progresser, puis c'est correct. Donc, à ce moment-là, le qualitatif joue un rôle super important. Puis je me suis rendu compte, entre autres, que la mise en récit, le storytelling, c'était super efficace lorsqu'on présentait les demandes de renouvellement. Lorsque les gens nous arrivent avec une histoire d'un bénévole, dépendant du nom que vous utilisez, de participants, clients, usagers, bénéficiaires, ça parle beaucoup aux gens qui regardent les demandes. Floriane? Oui, je suis tout à fait d'accord avec
avec tout ça. Et quelque chose que certains organismes ne fournissent pas d'emblée et qui m'étonne toujours un petit peu, même si parfois il y a des questions évidemment de confidentialité, c'est aussi en savoir plus sur le profil des bénéficiaires. C'est-à-dire par exemple que parfois on travaille avec des écoles et je leur demande, ou avec même des organismes qui accueillent du public comme les théâtres, et pour des fondations comme la nôtre qui sont vraiment spécialisées dans les publics les plus marginalisés, si vous n'êtes pas capable de montrer que c'est ces publics-là que vous rejoignez, en tout cas en priorité, ça va être compliqué pour nous en fait voilà, d'accorder ce financement. Donc je sais que c'est pas toujours des questions ou des informations faciles à récolter, mais voilà, savoir un petit peu quel est le profil sociodémographique des personnes que vous aidez, si c'est possible d'avoir cette information-là, c'est aussi très, très précieux. Oui. Puis dans cette conversation-là, n'hésitez pas à nous évoquer des indicateurs qui sont significatifs pour vous, parce que ça ne veut pas dire qu'on a pensé à cet élément-là, mais si vous nous les partagez, je crois que ça peut être intéressant des fois de dire « Ah oui, ça! » Je pense que ça pourrait faire une différence dans notre analyse du dossier. On va l'ajouter. Une autre question qui était là, on a beaucoup parlé des infolettres et le fait que on n'est pas capable de recevoir de l'information tous les jours. Donc, il y a Asma qui nous demandait, c'est quoi, on sait que les boîtes à lettres sont inondées d'infolettres, c'est quoi les fréquences de communication qui nous conviennent sur cet aspect-là spécifique? Je vais essayer de répondre. Nous, on faisait nos infolettres à notre fondation à tous les quarts, mais c'est pour nos détenteurs de fonds parce qu'on est une fondation communautaire. Mais on a constaté que même là, il y avait des gens qui se désabonnaient. Et on parle là de 4 fois par année. Okay? Donc, ils se désabonnaient et malheureusement, ce qui se passait, c'est que quand on voulait communiquer quelque chose d'important, ben là, ils se disaient, comment ça se fait, je n'ai pas reçu cette information importante. Donc, je vais, même à risque de me répéter, je vais parler de communication. C'est de demander à quelle fréquence vous voulez recevoir de l'information de notre organisme. Parce que pour certains, ça va peut-être être une fois par année, ou d'autres, ça va être tous les quarts, ils vont être d'accord. Et là, on peut, dépendamment évidemment de l'organisme, parce qu'il n'y a pas tous les organismes qui sont capables d'accommoder toutes ces exigences, mais aux mesures où on peut, et je pense que la majorité ont des bases de données et des systèmes qui permettent d'aller et de coder, si on veut, par rapport à l'attente du donateur. Ça serait important. Merci, Cathy. Je suis curieuse, Claude, vous, par exemple, vous êtes un donateur individuel, les gens à qui vous donnez communiquent avec vous. C'est quoi la fréquence des communications, par exemple, d'une infolette que vous trouvez intéressante? Ah, il faut enlever votre mute. Il n'y a pas de règle là-dessus. Enfin, je n'ai pas de règle là-dessus. Je pense, si j'avais une suggestion à faire aux organismes, c'est de clairement identifier dans le titre du message qu'ils font un suivi des dons et non pas une sollicitation additionnelle. J'aime pas être sollicité 12 fois par année ou même 4 fois. C'est une préférence qui est peut-être très personnelle. Le chanteur a peut-être ses préférences là-dessus, mais je suis un donateur individuel et je suis assez stable dans mes dons. Et pour du suivi, je suis encore très ouvert à voir ça si c'est bien fait et succinct. Sur les indicateurs de performance pour les grosses organisations, moi, je suis toujours curieux de savoir quel est le rapport entre les frais de gestion de l'organisme et les sommes versées. C'est une bonne observation. Je crois que pour beaucoup, aussi, on a tendance à différencier entre le type d'organisation, par exemple, ces organisations qui sont consacrées uniquement à ou
plus spécifiquement la recherche de financement par rapport à un organisme de première ligne sur le terrain. Là, les choses vont être regardées de façon différente. Floriane? Oui, je pense qu'il y a la fréquence, il y a aussi le contenu du message, un petit peu comme le mentionnait Claude, c'est-à-dire que si c'est une infolettre ou même une communication en mode un peu mémoire du directeur de l'organisme qui raconte uniquement par écrit sur 10 pages ce qui s'est passé dans les derniers mois, malheureusement, enfin heureusement, je ne sais pas, on est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup plus visuelle et donc ça dépend aussi beaucoup de la présentation, du contenu. Si c'est une infolette de 2 pages avec des photos, ça se lit de façon assez rapide et agréable. Et pareil, c'est pas mentionné des communications générales. Si c'est un petit mail de 5 lignes tous les 2 mois pour dire ah bah bonne nouvelle, on a eu tant de participants qui s'enregistrent pour le programme qui commence ce mois-ci, bah, pour moi en tout cas c'est quelque chose que je reçois très, très volontiers avec plaisir. Voilà, donc je dirais que ça dépend aussi du format. Nous, on a un des organismes avec qui on est partenaire qui nous envoie une sorte d'infolette, mais spéciale pour les donateurs, une fois par trimestre, qui fait 2 pages avec pas mal de photos. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des hyperliens vers des articles de leur blog ou des publications sur les réseaux sociaux qui sont plus détaillés. Donc, ça permet aussi, si on n'a pas beaucoup de temps, de lire que les 2 pages. Si on a plus de temps, on va lire le reste des articles. Donc, ça, c'est un format, je trouve, qui fonctionne assez bien, en tout cas, de notre côté. Parfait, merci Floriane. Je vais aller à Chantal, puis après, je vais vous amener la 3e question. Chantal. Oui, donc effectivement, je partage ce que Claude a dit. Moi, je dirais que quand je reçois trop de lettres papier, ça aussi, ça me heurte un peu parce que je ne comprends pas qu'on m'envoie autant de lettres encore aujourd'hui. Quand c'est par courriel et qu'on est inondé, évidemment, je finis par bloquer. Donc, ça sera, je veux pas trop. Moi, je pense que là où on vient me rejoindre beaucoup, c'est via les réseaux sociaux. Parce que quand on voit passer quelque chose ou là, je vois que mes amis vont le partager, tout ça. Là, ça vient me chercher. Puis je trouve ça justement plus simple, souvent plus concis que les gros documents. Mais évidemment, moi, je n'ai pas de compte à rendre non plus à personne. Je suis toute seule là, dans mon don, dans ma façon de gérer mes dons. Donc, je dirais que c'est plus via les réseaux sociaux, moi, que je vais lire ce qui se passe, puis que je vais voir. Mais tout ce qui est lettres, papier, tout ce qui est courriel, des fois, quand c'est trop, là, c'est un petit peu... pour moi, ça va peut-être un peu contre ce que j'aime, ce que je prône. Si on allait à l'extrême, puis je vous demandais, qu'est-ce qu'un organisme devrait faire pour s'assurer que vous ne lui donniez plus jamais? Si vous ne voulez plus que vous soyez son donateur, là, c'est quoi la meilleure méthode pour s'en assurer? Marjolaine. Moi, je vous dirais quelqu'un qui est fâché de la grosseur de notre don parce qu'il trouve que ce n'est pas assez et qui nous le fait sentir. Ça, c'est un turn-off total parce que je trouve que ce n'est pas stratégique, ce n'est pas de planter la graine pour le futur. Alors, des fois, il y a certaines années qu'on ne peut pas donner le montant, par exemple, qui avait été demandé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas donner l'année suivante. Fait que je trouve qu'il faut faire attention dans le relationnel, de ne pas faire sentir à l'autre, ah ben là, franchement, vous avez demandé 100 000, vous en donnez juste 50. Là, tu te dis, ben là, parce que tu n'es pas tout seul, là. Il y a beaucoup d'autres organismes, puis tu ne sais pas, je suis rendue où dans mon budget de fin d'année. Alors, je trouve que à ce niveau-là, il faut être reconnaissant, peu importe le montant du don, parce qu'il faut penser à planter la graine pour le futur. Une autre affaire aussi que s'assurer, c'est toute la mauvaise presse. Hein? On a vu avec We Charity l'impact négatif que ça a eu sur les donateurs qui se sont retirés les uns après les autres, les sponsors. Alors, vraiment, faire attention à votre réputation, faire attention à votre éthique, la transparence. Il n'y a rien de pire pour éloigner un donateur que d'avoir mauvaise presse. L'élément que je pense que tout le monde va dire, c'est de nous oublier, hein, tout de suite après avoir reçu le chèque, depuis entendre parler de vous. Ça,
Puis mal gérer les fonds obtenus, avoir un budget qui est bâclé, être en retard sur la livraison du projet sans raison valable. C'est tous des éléments qui, moi, vont faire en sorte que je vais comme hésiter à réinvestir l'année suivante. Et ce qui m'est déjà arrivé, ce qui nous est déjà arrivé, malheureusement, c'est un organisme communautaire qui avait reçu un don, puis c'était le montant qu'ils avaient demandé et tout. Sauf que par la suite, ils ont parlé en mal contre Belle Cause pour la cause, puis de façon publique. Là, je me suis dit, ben là, tu as mordu la main qui t'a nourri. Alors, je comprends pas. Fait que ça, c'est un autre élément là, qui a été un turn-off total. J'ai gardé en tête le nom de l'organisme en question. Merci, Marjolaine. Cathy, pour toi, ce serait quoi? Je pense que Marjolaine a touché aux points les plus importants. Prendre pour acquis qu'on donne un don, puis on n'entend rien jusqu'à la prochaine sollicitation, c'est toujours négatif. Donc, je pense que c'est une question de respect. Alors, tous les points dont Marjolaine a souligné, c'est des questions de respect. De ne pas mal parler, de ne pas faire sentir à la fondation ou qu'on n'a pas donné assez, de ne pas prendre le temps de rester en communication. Tout ça, c'est une question de respect. Si vous pensez à vous-même en tant qu'œuvre caritative, qu'est-ce qui va aller vous toucher ou vous vexer, eh ben, il faut faire en sorte de donner ça à tous ceux qui entourent votre organisme. C'est vraiment, ça vient à ça, c'est de dire, bon, moi, qu'est-ce qui va venir me toucher d'un point de vue positif ou qu'est-ce qui peut faire en sorte que je me sente vexée ou pas appréciée. Eh ben, c'est ça qui va diriger vos activités et vos gestes envers les donateurs. Merci, Cathy. Chantal, de ton côté? Moi, de mon côté, effectivement, ça revient à ça aussi, là, tout ce qui a été dit. Trop de pression, trop de sollicitations. Je pense que la sollicitation la pire, c'est au téléphone pour moi, là, quand on m'appelle et on m'appelle à répétition, même puis qu'on me demande du temps pour me dire, mais pourquoi vous faites un don ponctuel à chaque temps des fêtes, mais vous ne le faites pas dans l'année? Pourquoi vous ne voulez pas nous faire un don mensuel? Mais moi, j'explique toujours, c'est que je suis pigiste. Il y a des années où c'est plus facile de prévoir, puis il y a d'autres années où ça ne l'est pas. Donc, sentir cette pression-là, moi, c'est vraiment un turn-off. Ou sentir aussi, quand on me dit « Ah, mais tu donnes aussi à tel organisme? Ah, mais on pensait qu'on était… Non, je peux donner à qui je veux, puis il y a parfois des causes qui tout à coup viennent nous chercher, puis on a envie de donner. Fait que sentir que je n'ai pas le droit de donner à un autre organisme ou à une autre personne, ou ça aussi, ça peut faire en sorte que… Mais je suis quand même, je me dis, on peut facilement me rattraper quelques années plus tard, là, parce que des fois, bon, les personnes changent et ils vont arriver de façon plus délicate, là, puis à ce moment-là… bon, ça, je vais continuer à donner. Mais c'est surtout la pression, je pense, que de sentir que il faut donner. Ça, pour moi, c'est assez turn-off. Merci. Claude, pour vous? Avec votre micro. Oui, je m'excuse, je répondais à un courriel qui m'est adressé. Pas un courriel, un chat. Pouvez-vous répéter la question? Je demandais si un organisme ne voulait plus jamais que vous lui donniez, qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'en assurer? Je vais prendre un mot qui était fréquent dans la vieille France, qui faisait beaucoup de navigation fluviale, m'achaler. Trop de chalands autour de ma petite barque. C'est bon, ça. On a appris en plus l'origine du mot achaler, c'est parfait. Puis toi, Floriane? Ça a été très bien résumé, mais effectivement, il y a
Je pense, Marjolaine parlait de mauvaise presse et je pense que la mauvaise presse, alors assez souvent, elle vient de mauvaises pratiques aussi. Et pour nous, je pense que c'est voilà, la chose la meilleure à faire pour qu'on ne donne plus jamais, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas eu une bonne utilisation des fonds. Et ce qui est encore pire, je pense, c'est de nous le cacher ou d'essayer de nous le cacher. Et parfois, alors parfois, bon, je pense que la malhonnêteté dans le milieu caritatif est très rare, en tout cas c'est ma conviction. Donc je ne suis pas trop inquiète en général par rapport à ça, même si ça peut arriver, on l'a vu. Mais il y a aussi des fois où les choses ne se passent pas comme prévu, le programme ne peut pas se dérouler comme prévu. Et ça, quand on ne nous le dit pas, et quand on s'en rend compte 1 an après dans le rapport de reddition de compte, ce qui m'est déjà arrivé, ou quand les fonds ne sont même pas dépensés parce qu'il y a eu tel ou tel problème, et c'est pareil qu'on me le dit 1 an après, ça, voilà, ça laisse un très mauvais précédent parce qu'il n'y a eu aucune transparence, aucune proactivité, et nous, on était sur cette relation de confiance qui, là, va être beaucoup plus compliquée. Donc, je peux comprendre que c'est effrayant de contacter un financeur et de lui dire, en fait, il y a des soucis, ça ne va pas se passer comme prévu, mais en tout cas, de mon côté, il vaut bien mieux prendre son courage à deux mains et le faire dès qu'il y a un problème que de laisser traîner et un peu moisir les choses. Je pense que le résultat, au final, sera bien pire. Donc je voulais rajouter ça. Et puis, oui, et pour moi, un peu pour rejoindre un phénomène qui existe pas mal, je pense, chez les donateurs particuliers, c'est faire une deuxième demande trop tôt. C'est-à-dire quand on vient de faire un don qui parfois, en tout cas pour nous, peut être relativement important, et que parfois 3 mois après, j'ai un autre courriel me disant oui, on voudrait faire un nouveau don, c'est un peu tôt, quoi. En général, ce que je conseille, c'est d'attendre d'être idéalement pour nous, en tout cas, qu'on soit vers la fin du partenariat, ou si c'est pluriannuel, qu'il y ait un peu de temps qui soit passé, et qu'il y ait une vraie raison aussi derrière. C'est-à-dire que sinon, ça donne un peu l'impression qu'on est la vache à lait, et qu'on on est un petit peu sollicité pour tous les besoins. Merci, Floriane. Peut-être, Aude, ajouter un point, c'est les organismes qui ne vont pas rester fidèles à leur mission. C'est-à-dire qu'ils vont changer de mission constamment, qui vont aller diluer leur mission. J'ai déjà investi, moi, à titre de donateur, à une cause qui traite sur la sécurité alimentaire, et ils font un travail exceptionnel. Mais il y a des fois où ils vont aller dans d'autres directions. Donc, il va aller diluer leur mission. Et ça, des fois, j'essaye de les ramener pour vraiment respecter leur mission principale. Alors, les organismes qui vont aller changer de mission trop souvent, il faut se méfier. C'est un bon point. Moi, j'ajouterais, puis c'est pas une raison où on donnerait plus jamais, là, je ne serais pas dans l'extrême, mais on a beaucoup parlé de bâtir la relation. Puis je pense qu'un des dangers, c'est lorsque, par exemple, il y a un changement de personnel au niveau de la sollicitation, la personne qui fait les demandes et qu'elle quitte, puis qu'il y a une perte de mémoire qui part avec ça. Et ça nous arrive souvent, bon, il y a quelqu'un qui revient 1 an, 18 mois après ou 6 mois après. Puis c'est un organisme avec qui on travaille depuis 12 ans. On se connaît super bien. Puis là, la personne arrive, demande une rencontre pour se présenter, mais on repart à zéro. On nous représente l'organisme comme si on ne les connaissait pas depuis 12 ans. Puis ben, c'est toujours un petit choc, hein, parce qu'on se dit, ben là, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, on a fait tout ça pour ça, puis on repart. Donc, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là, premièrement, de s'assurer que la relation ne repose pas sur une seule personne, qu'il y a plus d'une personne au sein de l'organisation qui a en mémoire c'est quoi les tenants de cette relation-là. Qu'est-ce qu'il cherche ce donateur-là? C'est quoi nos intérêts? Qu'est-ce qu'on a développé ensemble jusqu'à maintenant pour être en mesure de s'en inspirer, de s'informer avant de venir nous voir? Ça, je pense que c'est important. Ça m'amènerait à la prochaine question, qui serait, qu'est-ce qui vous motive à considérer un engagement plus important? Puis là, à aller plus loin ensemble. Donc, on parle, ça peut vouloir dire augmenter la valeur du don, mais ça peut vouloir dire aussi diversifier notre façon de donner à cet organisme-là, s'engager autrement. Donc, si chez vous, ça prend des formes diverses et intéressantes,
pour nous et aussi, en même temps, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne vous demande pas? Des choses qu'on peut apporter comme donateur, mais qu'on ne vous demande pas souvent? Donc, c'est une question un peu plus large. Je débuterai sur celle-ci avec Claude. Ben, écoutez, je fais des dons, mais je fais aussi du bénévolat. Assez ciblé cependant parce que c'est du bénévolat qui réfère à ma vie professionnelle et mes conseils professionnels. J'en ai, je dirais, plein mes bottes. Alors, des façons d'impliquer autres, j'en ai trouvé. Et malheureusement, la demande commence à me bousculer aussi. Il y a un début d'achalandage là. Puis qu'est-ce qui va faire que vous allez, qu'il y a un organisme, vous allez dire, oui, avec lui, je vais plus loin? C'est quoi les conditions qui doivent être en place? Je n'ai pas de conditions préétablies. Si ça m'arrivait, j'irais au juger là. C'est la bonne demande au bon selon le moment. cas d'espèce. Parfait. Chantal, toi? Donc, la question est parce que moi, j'essayais de répondre j'ai du mal à répondre à un message. Là, je fais, je pense que je ne suis pas très techno, hein, finalement. Qu'est-ce qui fait que dans certains partenariats, tu choisis d'aller plus loin ou de t'engager, que ce soit de donner plus ou donner autrement ou de... Je pense que des fois, ça dépend toujours hein, de la demande, là, de l'organisme, de la cause, tout ça. Mais quand on me demande de m'impliquer davantage personnellement, puis que je peux, puis que j'ai le temps de le faire, ça, pour moi, ça m'incite à rester. Je pense à certains organismes, donc on va me demander d'être ambassadrice d'une soirée ou d'une cause. Ceci étant dit, c'est pas d'être vu nécessairement publiquement, mais c'est juste d'être un petit peu plus impliqué personnellement, puis donc d'aller à la soirée bénéfice, d'être invité ou de participer. Même des fois, on va me demander de participer. Bon, on organise une soirée bénéfice virtuelle, as-tu des idées? Ce genre de dynamisme-là, puis du fait qu'on me le demande, puis que quand la cause me parle, là, évidemment, ça, j'aime ça. J'aime ça participer à ça sans avoir toute une responsabilité parce que j'aurais pas le temps de faire ça à temps plein. Là. Mais quand on me demande de participer un peu, donc je me sens un petit peu plus interpellée. Puis on crée des liens aussi hein, avec les gens. Puis là, ça va faire en sorte que je vais faire des marches, oui, puis que je vais faire des soirées comme je bénéfice, surtout présentement virtuelles. Je trouve ça vraiment le fun, qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que des fois, les gens participent moins à ces événements-là parce que c'est virtuel, mais quand c'est bien fait, même quand il y a des erreurs techniques, on a beaucoup de plaisir. Puis ça, moi, ça me stimule à rester donc avec complice de ces organismes-là. Ouais. Cathy, de votre côté? Le bénévolat, évidemment, ça touche la personne parce qu'à part de donner de son argent, donner de son temps et de travailler pour cet organisme à titre de bénévole, ça peut être très valorisant et ça va aller créer encore un lien plus fort. Aussi, je pense pour des donateurs individuels, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans votre réseau qui pourrait aussi contribuer à cette cause. C'est-à-dire, souvent on parle à des gens, est-ce qu'on va vous demander de doubler votre don. Et ensuite, avec un petit clin d'œil, ce n'est pas de donner plus, mais d'aller chercher une autre personne dans votre réseau qui a peut-être les mêmes valeurs que vous, qui vont pouvoir être invités à contribuer à cette même cause. Ça peut être aussi très valorisant et créer encore un sens d'attachement à la cause. Mais je dirais aussi à tous les organismes qui sont avec nous en ligne, on est plus de 64 à ce moment, c'est de dire
Chacun de vos organismes, peut-être pas les tout nouveaux, mais ceux qui sont bien établis, ont des donateurs annuels importants où il y a déjà démontré une fidélisation des personnes qui donnent année après année. Donc, ça veut dire qu'ils croient en la cause déjà. Okay? Arrivé à un certain âge, c'est très important de demander si cette personne voudrait donner un leg, c'est-à-dire créer, et je ne parle pas là aux fondations et aux corporations, mais vraiment à des donateurs individuels, parce que les gens ne vont pas nécessairement réfléchir à ça, mais des fois, il y a l'opportunité de créer un don qui va être là en perpétuité. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui ils vont mettre beaucoup d'efforts pour les campagnes annuelles et les galas et aller solliciter chaque année, mais ils ne vont pas nécessairement penser à dire, bon, qui sont les donateurs, les donatrices qui ont déjà donné pendant de nombreuses années, des fois même 10 ans, 20 ans, et où on n'a pas encore eu le courage ou le temps de parler d'un legs ou un don testamentaire. Et là, c'est une opportunité souvent manquée. Alors, il faut vraiment réfléchir, regarder bien notre base de données de donateurs et essayer de voir si on a ces opportunités. Et il y a des façons de faire délicates, mais importantes, de voir si ça pourrait être le cas d'un leg à l'organisme. Il y avait eu un sondage qui a été fait par la Banque de Montréal il y a peut-être déjà 5 ans. C'était un sondage canadien où on demandait à des personnes, est-ce que vous avez songé à un don dans votre testament? Et comme vous pouvez vous imaginer, la majorité, c'était peut-être plus que 98% avaient dit que non. Et la prochaine question, c'était « et pourquoi ?» Et la réponse était parce que personne m'avait demandé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et c'est ça qui va amener vraiment une relation fructueuse à long terme. C'est un super bon point, Cathy. Ça me rappelle une anecdote d'un organisme qui avait commencé à réfléchir à la question du don planifié, puis il avait préparé une documentation qu'il avait partagée avec certains planificateurs financiers en disant, des planificateurs financiers qui étaient intéressés par leur cause, en disant, si vous avez des clients qui cherchent des causes auprès desquelles ils pourraient investir dans un don planifié, vous pourriez leur parler de nous. Et leur président de CA a eu une rencontre avec son planificateur financier qui ne sait pas que la personne à qui il s'adresse est le président de l'organisme en question et il lui a proposé d'investir. Il disait, ah, OK, des fois, on n'a pas fait le travail auprès de nos propres gens, de nos ambassadeurs qui sont déjà très Oui, convaincus. très convaincus. Les membres de l'administration, du conseil d'administration, absolument. Il faut y penser et il faut agir parce que sinon, c'est souvent une opportunité manquée. Oui, c'est important. Marjolaine, de ton côté. Ah, ton micro est sur mute. Je vous dirais que les opportunités de bénévolat aussi pour nos employés, c'est un élément important qui fait que l'engagement devient plus grand. Nous, on a un programme de bénévolat où on va supporter les employés qui font du bénévolat un certain nombre d'heures, puis un BEL va donner un don à cet organisme-là. Alors, ne pas hésiter à solliciter ou à offrir, là, on a la plateforme là, de Benevity, là, où les organismes peuvent soumettre des opportunités de bénévolat pour nos employés. Alors, quand on voit qu'on a, tu sais, on est 55 000 quand même, mais quand
12 000, 13 000 dans la région du Grand Montréal. Donc, s'il y a plusieurs employés qui sont intéressés par une opportunité de bénévolat ou qui s'engagent régulièrement auprès du même organisme, bien, c'est sûr que ça devient intéressant pour nous aussi de les regarder de plus près puis de voir comment on peut approfondir cette relation-là. Mais c'est sûr qu'on a aussi notre orientation philanthropique qui est très précise. Donc, les employés peuvent faire du bénévolat où ils veulent, pas nécessairement en santé mentale, mais je pense que c'est quand même un élément important. Puis aussi, je pense que ce qui va déclencher des fois un engagement plus grand, c'est la notoriété ou le branding de la fondation ou de l'activité de collecte de fonds. Si la collecte de fonds, elle est très cool, elle est très... il y a eu des défis sportifs, les défis cyclistes, le défi Pierre Lavoie, bon, etc. On dirait des fois qu'il y a certaines modes aussi que tel organisme a comme un vent de popularité parce qu'ils ont fait une très bonne job de notoriété ou de branding, qu'ils ont vraiment bien maximisé les médias sociaux et tout. Bien, ça suscite un intérêt aussi là, de dire « Oh mon Dieu, cet organisme-là, tout d'un coup, on dirait qu'il s'épanouit, il grandit. On va aller creuser davantage, voir qu'est-ce qui se passe avec cet organisme-là. » Merci Marjolaine. Et toi, Floriane? Alors nous, on est vraiment une toute petite équipe à la Fondation. On est 3, dont 2 en congé maternité. Je suis la survivante. Mais donc voilà, pour nous, le bénévolat, même si on aimerait beaucoup, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a peut-être une 50aine de partenariats actifs en ce moment au moins. Et donc de mon point de vue, en tout cas pour un enjeu d'équité, j'aurais du mal à m'impliquer pour certains et pas d'autres. Mais d'autres façons de nous impliquer, je pense, au-delà de ce qu'on a dit en termes de communication et puis d'invitation aussi à venir vous rendre visite sans que ce soit trop intrusif pour vous, évidemment, mais parfois je suis assez surprise de voir qu'il faut que ce soit moi qui peut-être que je ne suis pas la bienvenue en fait, mais il faut que ce soit moi qui demande est-ce que ce serait possible de faire une visite, etc. Voilà, c'est toujours... Savoir qu'il y a une porte ouverte à ça, c'est toujours agréable et surtout que... Comment dire ? Enfin, tout le monde n'est pas le meilleur en termes de rédaction d'emails. Enfin, on a tous des points forts, des points faibles, et il y a des organismes pour qui c'est pas forcément le point fort, mais quand on va sur place, on se dit waouh, ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Et je m'en serais pas rendu compte à ce point-là parce que tout simplement la communication, c'est pas leur point fort parce qu'ils ont d'autres points forts ou parce qu'ils n'ont pas les ressources. Donc je pense que ça, c'est important. Et sinon, quelque chose qu'on me demandera pas, mais qui, moi, me paraît intéressant, c'est de mettre en lien avec un organisme, avec d'autres organismes qu'on soutient pour du partage de connaissances ou d'expertise. Je sais que la Fondation Germain Bombardier fait très bien ça avec Philagora, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement, peut-être parce que malheureusement, dans ce domaine, il y a l'esprit un peu de compétition qui est créé par le manque du financement. Mais je pense que vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Vous êtes beaucoup parfois à faire des projets un peu similaires ou à avoir une idée de projet qui en fait se fait déjà à un autre endroit. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à nous demander en fait. Et ça peut même se faire en dehors d'une demande de financement. Je sais que moi, en tout cas, ça ne me dérangerait pas de mettre en lien deux organismes, même si je ne les finance pas forcément. Et sinon, pour finir, je pense que qu'est-ce qui peut nous pousser à s'engager plus, je pense que c'est de savoir que le besoin évolue, qu'il augmente, etc. Ce qui, je trouve, parfois manque encore un petit peu, c'est la communication sur le pourquoi en fait de l'organisme et le besoin derrière, en fait, vraiment la cause en elle-même. Et parfois, je trouve qu'on ne partage pas beaucoup de données. Par exemple, j'ai un organisme qui va me dire, oui, on a des activités de promotion de l'activité sportive chez les enfants, ce qui est très bien, mais en fait, dans le fond, pourquoi est-ce que c'est important ? Ça paraît évident si vous y travaillez, mais pour notre conseil d'administration, peut-être qu'en fait, ils ne sont pas très sportifs et qu'ils s'en fichent. Et donc, il va falloir les convaincre et leur dire, mais non, en fait, tant d'activités sportives réduit l'obésité infantile a telle conséquence, donc en termes de santé globale, etc. Et ça, nous tenir au courant en fait de cette cause, nous dire sachez qu'à cause du confinement, il y a eu telle augmentation en termes d'obésité, pour continuer sur l'exemple, ça peut nous tenir engagés, voire nous pousser à faire plus si on voit que la demande augmente et que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce peut-être pour pouvoir répondre un peu plus à cette demande.
C'est super intéressant. Je rajouterais, pour compléter avant de passer à la prochaine question, de notre côté, un peu comme si vous l'avez évoqué, là, nous aussi, le désir d'aller plus loin ou la motivation, la raison d'aller plus loin naît souvent de conversations informelles où tout d'un coup, on va nous évoquer des défis, des enjeux qui ne sont jamais mentionnés dans les demandes officielles, mais parce que on est dans le cadre d'une visite ou quelqu'un est venu à une activité Philagora puis on a une conversation lorsqu'on était en présentiel sur le coin de la table. Mais très souvent, là, dans l'informel, on va dire ah oui, nous, il y a ce défi-là, puis ça, c'est vraiment important, puis on a la difficulté à trouver le financement. Ben, ça arrive souvent, on va faire ah, OK, dans la prochaine demande, on pourrait peut-être venir l'ajouter. Donc, de ne pas hésiter à partager les grands enjeux, les choses qui ne sont peut-être pas spécifiques à un projet, mais qui sont importantes pour le développement puis la suite des choses dans votre organisation. Il y a une question d'Amélie et Asma que je garde pour la première question de la période de questions. Soyez patiente, Amélie et Asma, ça s'en vient. Mais avant ça, la dernière question, avant qu'on passe à la période de questions, c'est la question des bonnes pratiques, évidemment, là, mais je vous demanderais, c'est quoi les conseils que vous donneriez aux organisations pour qu'ils viennent se classer dans votre top 5 des meilleurs partenaires chez vous? Et je commencerai avec, ou meilleurs partenaires ou des dons qui vous ont fait plus plaisir, si on veut être plus inclusif là, pour nos donateurs individuels, mais même nous, dans les fondations. Et pour celle-ci, je commencerai avec Floriane, tant qu'à faire. Merci. Moi, j'ai pas de top 5, évidemment. J'aime tous nos organismes de la même façon. Je suis très équitable. Non, bah, ce sera un petit peu un résumé de ce qui a été dit jusque-là. Je pense que il y a les relations humaines, forcément, elles comptent. Hein. Moi, j'essaie toujours de prendre un petit peu de distance avec ça parce que c'est vrai que parfois on a des relations plus ou moins agréables et j'essaie de me dire, ok, cette personne-là n'est pas toujours voilà, très polie ou très agréable, mais la cause est importante, donc on va essayer de garder ça en tête. Mais quand la relation est agréable, quand même, ça aide. Et il y a ce qu'on a mentionné en termes de transparence. Donc, il y a un organisme, par exemple, voilà, je pense à mon top 5 non officiel qui tous les 2 mois peut-être m'envoie un petit email pas très long, mais où il résume un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Donc ça reprend ce que je disais plus tôt, ils sont transparents, ils ne disent pas que des bonnes nouvelles parfois, mais quand ça n'a pas bien marché, ils essaient aussi d'analyser pourquoi, ou parfois ils me disent qu'est-ce que vous en pensez. Ça, c'est quelque chose qui est agréable en fait de sentir que c'est une relation en continu. Partager aussi, comme je le mentionnais, des éléments visuels. C'est vrai que même pour des petits organismes, il y a tellement de personnes qui aiment prendre des photos aujourd'hui. Je trouve qu'avoir demandé à un de vos bénévoles de faire une séance photo de vos activités et les partager ensuite, ça permet d'avoir quelque chose de plus concret et voilà, qui fait plaisir aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je pense que c'est un petit peu l'essentiel. Ouais, je pense que pour moi, ce sera un peu les 3 principaux facteurs. Et Claude, vous? Ah, avec votre micro. Je n'ai pas vraiment de commentaires ou de réponse à cette question. Mon top 5 ne bouge pas beaucoup. C'est de travailler pour la bonne cause, dans le fond. Parfait. Marjolaine, de ton côté, tes meilleurs conseils? Moi, je vous dirais, le premier, c'est connaître votre donateur potentiel que vous voulez solliciter. Prenez la peine, je veux dire, maintenant avec les médias sociaux, l'Internet, lire notre rapport de responsabilité sociale, lire notre site web, lire nos critères, lire... tu sais, moi, ça m'étonne toujours quand un organisme m'appelle pour vouloir me rencontrer, puis je dis, êtes-vous allé sur notre site Belle Cause? Puis ils ne sont même pas allés. Je me dis, faites tes recherches, hein, comme on dit en ce moment. Faites vos recherches. Bien, c'est ça. Faites un peu proactivement.
avant de vouloir rencontrer la personne responsable des dons, faites des recherches sur le type de projet qui nous a intéressés dans le passé, même dans le rapport de responsabilité sociale, parce que, tu sais, Belle, oui, c'est la santé mentale, mais on donne des sacs à dos pour la persévérance scolaire, on fait plein d'autres choses qui est dans notre rapport de responsabilité sociale. Alors, prenez la peine de le décortiquer. Des fois aussi, un autre conseil, ça serait être patient. On ne peut peut-être pas vous donner cette année, mais gardez le contact quand même. Peut-être qu'à l'année prochaine, plus on va discuter, plus on va voir. Des fois, ça prend 2-3 ans avant de développer un vrai bon projet qui nous interpelle. Puis que ça m'est déjà même arrivé qu'ils nous ont présenté un projet, mettons, à 200 000, puis je suis revenue en disant, tu sais quoi, le projet, ça nous intéresse vraiment, puis on va te donner 400 000 pour le faire. Là, c'est comme, on a donné plus que ce qui avait été demandé à la base, mais parce qu'ils ont été patients, puis on a développé, puis on a discuté du projet, puis on a échangé ensemble sur comment il pourrait avoir plus d'impact, aller plus loin. Alors ça, c'est la patience dans la relation. Je vous dirais aussi vraiment de se considérer comme partenaire. Il y a du donnant-donnant, c'est un échange. Il y a... tu sais, quand on regarde les piliers de notre initiative Belle cause pour la cause, il y a le pilier santé mentale en milieu de travail. Bien, moi, les fondations qui disent à Marjolaine, on a des gens au sein de notre organisme qui ont une certaine expertise. Ça serait le fun qu'on puisse aller faire une conférence avec vos employés pendant la semaine de la santé mentale au mois de mai. On est ouvert à partager ou à vous donner accès à un de nos experts pour venir vous parler de tel sujet. On va y aller sans frais. Alors, il y a un échange intéressant qui se bâtit parce que là, nous, on donne des sous, mais eux, en retour, nous donnent aussi l'accès à certaines expertises qui bénéficient à nos employés en termes d'éducation, de sensibilisation à la cause de la santé mentale. Fait que tout le monde sort gagnant de cet échange-là. Fait que je vous dirais, ça fait partie là, des choses qui restent en tête comme top 5, si tu veux. Aude, de votre micro. Merci, Cathy. Cathy, je vous donne la parole. Ah, OK. Bon, je pense que ce que Marjolaine et Floriane ont partagé, c'est essentiel. Pour moi, c'est déjà, la mission doit me toucher, doit être une mission évidemment valable, une bonne réputation, une bonne communication et aussi démontrer l'impact de ce don. Alors, pour moi, si l'organisme fait ces choses-là et qu'il y a une bonne communication, un bon respect et démontre que certaines attentes et certains indicateurs ont bien été réalisés, pour moi, ils sont dans les top 5. C'est bon, merci. Et finalement, Chantal, tes meilleurs. Oui, ben moi, je partage tout ça aussi. Je dirais, moi, contrairement à Claude, moi, mes dons vont varier beaucoup d'année en année, où il y a des organismes ou des personnes, bon, à chaque année, oui, ça va revenir pendant plusieurs années, mais je vais souvent varier selon aussi ce que j'entends dans l'actualité ou les besoins des gens. Quand je peux aider, je vais varier. Je me disais, quand on me sollicite, évidemment, j'apprécie aussi qu'on sache pourquoi on me sollicite et puis qu'on me connaisse déjà un petit peu. Donc, quand on me sollicite pour une cause qui est très loin de moi, bien, je me dis, mon Dieu, pourquoi on m'appelle pour ça? Alors, quand pour être ambassadrice, mettons, de deux organismes, mais c'est souvent leur porte-parole que je connais qui, comme moi, je fais un travail plus de l'ombre. Donc, je suis scénariste, donc on ne me voit pas nécessairement publiquement. Ben, les porte-paroles qui vont être des comédiens, comédiennes, vont penser à moi en disant, oh, elle, puis ce qu'elle va traiter comme sujet dans ses séries, bien ça va l'interpeller. Donc, j'aime ça quand on me connaît un petit peu d'avance, donc on va, déjà, il y a un travail qui est fait parce qu'on ne va pas me solliciter pour une cause qui est très, très loin de moi, là. Donc, ça, j'aime ça quand ce petit travail-là est fait déjà. Ouais. Mais c'est tous des très bons conseils.
Il y a plusieurs d'entre vous, notamment Marjolaine, tu l'as évoqué, l'idée que le partenariat ne débute pas avec le soutien financier. Puis, je pense qu'une manière de se placer dans nos tops des partenaires, c'est ça, c'est cette idée-là que le partenariat ne débute pas avec le don financier. Dès les premières conversations, des fois, pour plein de raisons, on a un budget, il y a des raisons ponctuelles qui peuvent faire en sorte qu'on ne peut pas donner à une organisation actuellement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intéressé, c'est vraiment une question de temps, de budget, de quantité de demandes qui sont entrées. Mais si l'organisation nous informe tout de même, continue à nous informer de certaines choses ou on se croise puis ils vont continuer à s'informer de c'est quoi nos priorités, mais aussi qui, lorsqu'un don prend fin parce que c'était ponctuel, c'était lié à un projet par exemple, et le partenariat ne se termine pas là. C'est pas comme, OK, on vous parle quand vous nous donnez, mais quand vous ne nous donnez pas, c'est fini, on ne se parle plus. Ça aide à maintenir cette idée-là de confiance puis de connaissance. Puis je pense que lorsque l'organisme revient, mais automatiquement, il y a peut-être plus d'écoute face à un nouveau don par rapport à un autre. Toute la question de transparence, hein. Puis je pense que très souvent, l'impression ou la perception du manque de transparence, ce n'est pas nécessairement lié au fait que l'organisme a voulu manquer de transparence, mais des fois, c'est la façon de le dire. Donc, moi, je trouve il y a des organismes qui sont très efficaces pour communiquer, par exemple, les variations par rapport à leurs états financiers. Nous, on fait du soutien à la mission. Les états financiers, c'est une des choses qu'on regarde de près, année après année. Mais lorsqu'il y a des variations, puis qu'on vient nous dire, ah, mais, tu sais, faites pas le saut, là, ici, il y a telle chose qui est arrivée, que ce soit un défi ou une opportunité, c'est toujours ça nous aide à faire notre travail pour aider à renouveler les dons. Donc, ça, c'est important. On a plusieurs questions pour la période de questions. Donc, je vais aller commencer à piger là. Puis évidemment, vous pouvez continuer à en mettre si vous le voulez. Il y avait Amélie et Asma qui ont renchéri sur la demande d'Amélie. Et là, on est plus dans les demandes qu'on reçoit. Mais c'est intéressant aussi. Donc, nous le savons, les fondations reçoivent énormément de demandes de financement provenant de plusieurs organismes, tout autant valables les uns que les autres. Le défi d'obtenir un premier partenariat est grand, surtout pour une jeune organisation. Au-delà du projet et du fit avec la mission et les critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une organisation peut faire pour se démarquer et pour attirer l'attention? Il y a une question sur les formulaires, mais je vais me concentrer plus sur ce côté-là. Qu'est-ce que les organisations peuvent faire pour se démarquer? Puis, Asma renchérissait en disant à deux organisations égales, là, disons qui ont un impact assez égal, qu'est-ce qui va faire qu'on va en choisir une plutôt que l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je peux tenter. Ouais, ça, c'est la question, la grande question du financement. Nous-mêmes, en tout cas, je parle pour moi de salariés de fondation, on n'a pas toujours la réponse à cette question-là. On est parfois surpris nous-mêmes par les choix des administrateurs, mais étant donné que voilà, ce sont leurs ressources, c'est aussi eux qui ont le mot de la fin. Je pense que ce qui peut être intéressant ici, c'est que finalement, même si je représente une fondation familiale, dans le fond, les motivations de cette famille vont être un petit peu comme des dons individuels, des motivations de donateurs individuels, mais qui ont eu les ressources pour créer une fondation. Donc, dans le sens où, ce que vous ont dit Chantal et Claude, par exemple, sur ce qui les touche, ça montre qu'il y a quand même, et je pense que c'est un aspect psychologique qu'on a tous, un aspect un peu intangible aussi, parfois, à ce qui pousse à faire un don ou pas. On est tous touchés par des choses différentes, donc parfois ça peut être lié à l'histoire personnelle, parfois ça peut être... je sais que moi c'est déjà arrivé que le matin même ils avaient vu quelque chose dans la presse et puis le hasard a fait que c'était un projet lié, paf, ça va mieux marcher. Donc parfois il y a plein de petits éléments comme ça qui peuvent jouer. Mais après, si je regarde un petit peu, si je peux essayer de donner des conseils un peu plus pour l'aspect qu'on maîtrise, c'est essayer si c'est des premiers contacts, soigner
la présentation le plus possible, soigner, alors je sais qu'il y a la dyslexie, etc., mais soigner l'orthographe, c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est des demandes qui ont été un petit peu bâclées. Et parfois même, j'ai des personnes qui ont oublié de changer le nom. Donc, j'ai bonjour Madame Dupuis, c'est pas moi, mais c'est pas grave. Des petites choses comme ça. Et puis, pour reprendre ce que je disais plus tôt, essayez de montrer en quoi, un, votre cause est importante et deux, en quoi est-ce que vous y répondez d'une façon, je dirais peut-être pas unique, mais en tout cas d'une façon particulière et qui est efficace. Je pense que ça, c'est ce qui est important, surtout si vous êtes dans des domaines dans lesquels il y a beaucoup d'acteurs comme la santé, comme la persévérance scolaire, etc. Je pense que là, ce qui est important, c'est de dire en quoi est-ce que vous êtes différent, que ce soit parce que vous êtes à un endroit particulier, parce que vous avez une pédagogie particulière, parce que votre équipe a des compétences particulières. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter? Marjolaine? Moi, je vous dirais la qualité de l'application, puis nous, on reçoit tellement de demandes qu'on fait même appel à des experts externes pour évaluer et scorer les demandes. Donc, on s'est doté d'un processus qui donne une certaine objectivité justement pour regarder la qualité des demandes avec des infirmières, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux. Donc, ça nous a aidé énormément à départager parce que même si ça fait 12 ans là, que je m'occupe de Belle Cause pour la cause, je ne me prétends pas experte en santé mentale pour évaluer toute la qualité d'un projet, mais je vais quand même être capable d'évaluer le soin qui a été apporté à la rédaction de la demande. Alors, comme disait Floriane, faute d'orthographe, des copier-coller de votre site web sur la mission. J'aime mieux avoir une demande bien rédigée, tout de pointe, qui est très claire, que du verbillage et du flafla, qui est un peu c'est ça, du verbillage et du flafla. Alors, je préfère qu'on lise des demandes qui sont « voici nos besoins, voici c'est quoi l'enjeu, voici comment on va mesurer notre succès » et d'être concis parce qu'il faut que vous réalisiez que vous n'êtes pas le seul qu'on va lire. Alors, il faut respecter aussi l'usage de notre temps et ne pas nous inonder de paperasse. J'ai déjà eu un organisme qui a fait sa demande dans le système en ligne, puis après ça, m'a envoyé un courriel avec un PDF de 80 pages. Non, non, on ne fait pas ça. Si moi, j'ai des questions additionnelles par rapport à la demande, je vais vous appeler s'il y a des points à clarifier. Donc, d'être concis, ça nous aide beaucoup. Moi, j'ajouterais à 2 organismes égaux, là, disons, si on suit sur le quantitatif, là, je pense que c'est intéressant, 2 choses. Il y a des choses que, comme organisation, on peut s'attribuer comme impact. Hein, on est capable de démontrer ça. Mais moi, j'ai aussi de l'intérêt sur les choses que vous... Ah! Et des choses que vous ne pouvez pas vous attribuer nécessairement, mais auxquelles vous contribuez. Ça aussi, ça m'intéresse. Il y a des retombées plus larges au niveau sociétal où vous participez. Ça, je trouve ça super intéressant de le savoir. Et je trouve que les organisations, souvent, ne vont pas aller jusque-là. Ils vont rester à ce qui leur appartient de façon plus proche. Mais aussi, un organisme qui, lors de nos conversations pré-don, vont avoir posé beaucoup de questions sur ce qu'on peut faire au-delà du don. Donc, à ce moment-là, je vais avoir l'impression que, oui, il y a le don, il y a le soutien financier, on le sait, c'est le nerf de la guerre, c'est super important. Et je vais avoir l'impression que comme fondation, on a peut-être une plus-value ajoutée comme donateur pour eux. Donc, mon impact va être majoré parce que peut-être qu'il y a une forme d'accompagnement qu'on peut faire sur un projet ou être capable de mettre les gens en relation avec d'autres ou donner une rétroaction dans une séance d'idéation. Ça, c'est des choses qui, pour nous, vont souvent, là, au final, faire la différence entre un organisme et un autre qui agissent là, dans le même secteur sur les mêmes choses. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a un meilleur temps dans l'année pour faire les demandes auprès de vous? J'imagine que nos donateurs plus formels, des fois sur notre site web, c'est indiqué où il y a des périodes.
Mais je suis curieuse aussi de savoir pour nos donateurs individuels particuliers, est-ce qu'il y a une meilleure période dans l'année pour vous approcher? Est-ce que quelqu'un a le goût de... Moi, je peux répondre, mais c'est vraiment tout personnel, là. Mais moi, je me dis, au milieu de l'année commence juin, parce que je sais à quoi ressemble mon année. Donc, je sais si je peux donner ou pas, ou je ne me ferai pas taper sur les doigts par mon comptable qui va me dire « Oh, ferme le robinet, là, t'es rendu trop loin. » Donc, je dirais, moi, justement, puis juin, je me dis, ben c'est ça. C'est mai-juin, là, pour moi, c'est aussi c'est une période bon, où le soleil est là, où je sais pas, je trouve que c'est une bonne période pour moi, mais c'est tout personnel, là. Okay. Claude, vous? Ben, c'est aussi un commentaire personnel, là, individuel. Pour moi, c'est le dernier trimestre de l'année, parce que là, je sais vraiment de quoi mon année va être faite. C'est la fin de l'année fiscale. Il y a un critère que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, mais que j'aimerais souligner aussi. J'aime beaucoup que le ministre des Finances, les ministres des Finances m'accompagnent dans mes dons. Donc, des organismes qui se donnent la peine d'obtenir une accréditation fiscale ont un net plus pour moi. Alors, et je rééquilibre à ce moment-là de l'année les dons que j'ai faits dans les mois qui précèdent. C'est intéressant. Donc, je pense que de là, lorsqu'on vous approche, peut-être de le poser, hein, on le disait, il y a plein de questions qu'on peut poser, puis dire à quel moment vous aimez qu'on vous approche, ou autant pour faire les suivis que pour faire les demandes de renouvellement, ou si vous n'êtes pas prêt à donner maintenant, s'il y a de l'intérêt, ça serait quoi le moment où nous rejoindre? C'est important. Au niveau des fondations, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de particulier ou c'est vraiment lié à vos processus internes où il y a des périodes spécifiques? Marjolaine? Bien, ça dépend. Ça dépend. Il y a des processus spécifiques pour le fonds communautaire ou les dons en santé mentale, mais tu sais, les fins d'année, c'est des fins de budget. Puis des fois, si l'organisme appelle au mois d'août, au mois de septembre en disant « Ah, ben Marjolaine, si jamais d'ici la fin de l'année, tu as un peu de budget de lousse, on a tel projet qu'on essaierait de mettre en place, on a tel événement qui s'en vient. Habituellement, vous achetiez une table à 5 000, mais si vous êtes capable de la bonifier un petit peu, ça nous rendrait beaucoup service pour telle ou telle raison. » Bien, c'est sûr que moi, selon mon budget qui a été planifié dans la section, la portion plus PR, achat de table, achat de tournoi de golf, parce que c'est un budget distinct, si j'ai un peu de lousse puis que cette organisme-là, avec qui on est déjà partenaire et qu'on se connaît bien, m'en a déjà avisé, bien peut-être qu'au lieu d'acheter une table à 5 000, je vais acheter une table à 8 000 pour la soutenir. Mais elle l'a demandé de façon très, très amicale, très informelle, sans pression, en disant c'est un petit peu de fond de tiroir, comme on dit dans le jargon. Ça nous serait bien utile pour telle raison. Bien, ça va rester dans ma tête. Puis, si on a l'occasion de le faire, on pourra le faire. Donc, ça peut être bien. L'autre élément que je voulais dire aussi, c'est que Bell, on veut être un moteur de changement, mais on veut aussi être un levier financier. Alors, si on peut donner des sous qui vont aider, par exemple, à aller chercher des fonds additionnels au fonds de recherche, le FRSQ ou bien le CIHR, là, les agences de recherche de subvention qui veulent donner à tel projet dans la mesure où il y a une certaine portion de dons privés ou dons corpaux qui a été levée. Bien, ça nous interpelle aussi de servir de levier financier pour aller aider à chercher des fonds additionnels. J'ai un organisme l'année dernière, une fondation hospitalière qui faisait une activité bénéfice et qui nous demandait une commandite pour l'événement virtuel. Mais la façon dont on l'a travaillé, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'au lieu de juste dire Bell est commanditaire de tel événement, ils ont utilisé notre commandite comme levier en disant ben, à leur grand public, parce que c'était un événement grand public, puis de dire ben, si chacun de vous donne tant jusqu'à, tu sais, Bell va doubler votre montant jusqu'à concurrence de 10 000.
Alors, nous, on le savait qu'on allait le donner, le 10 000, là, c'était la commandite qu'on s'était entendu, mais la façon dont ils l'ont publicisé sur leurs médias sociaux et qu'ils l'ont partagé a aidé un engouement du grand public à donner aussi, parce que là, Bell allait matcher leurs dons. Fait que ça a été un levier intéressant, exploité comme ça, qui a fait en sorte que le grand public a participé aussi à l'activité. Fait que ça, je trouve ça intéressant, et pour eux et pour nous. Parfait, intéressant. Une autre question, pour les donateurs individuels, Asma posait, est-ce que le fait de vous demander d'être un ambassadeur, une ambassadrice de la cause, ça encourage votre réseau à donner à l'organisme? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que Claude, tu réponds ou non? Je peux Oui, répondre. oui. Moi, OK, vas-y, Claude, je le ferai. Écoutez, je suis un retraité. Mon réseau professionnel est maintenant un réseau amical. Et j'aurais des réticences à faire de la sollicitation auprès de ce réseau-là. Je suis un donneur individuel et discret. Et je ne tiens pas à informer les gens des causes que j'embrasse, que je soutiens financièrement. Surtout que mon réseau étant un réseau amical, les disparités de revenus sont importantes. Intéressant. Cette notion-là, bon, de mon passé là, en recherche de financement, c'est une réflexion qu'on avait souvent avec des gens qui s'engageaient dans les cabinets de campagne puis qui quittaient leur poste, par exemple, de direction au sein d'une grande entreprise. Puis là, après, bien, ils nous disaient, ah, mais maintenant, j'ai plus ce réseau-là où moi, je vais contribuer à la campagne d'un de mes pairs. Puis là, maintenant, on correspond à la mienne. Donc, il y a, des fois, on a des alliés avec qui il y a ces transitions-là aussi vers la retraite dont on doit tenir compte dans nos demandes. Chantal, de ton côté? Oui, moi, comme je travaille encore, donc je vais évidemment, quand on me demande d'être ambassadrice d'une soirée ou d'une cause, je ne dis pas porte-parole. Porte-parole, ça, c'est pas quelque chose qui, moi, me parle. Souvent, les ambassadeurs sont comme plus discrets, fait que c'est mieux pour moi. Oui, moi, je vais solliciter mon réseau, les gens, mais je respecte aussi si on me dit non, si mon réseau me dit, ben là, non, bon, à un moment donné, bon, je sollicitais beaucoup pour le cancer. Ayant eu moi-même un cancer, je me suis comme impliquée dans la recherche et tout ça. Donc, je sollicitais pour ça. Puis c'est difficile pour mes producteurs ou diffuseurs, tout ça, de dire non à une cause comme ça. Donc, oui, j'ai joué la carte. Je vais solliciter tout mon entourage professionnel. Mais ceci étant dit, si on me dit non, puis tout ça, ben je comprends la position, puis je fais non, si les budgets sont plus là, je vais respecter ça. Je pense que je ne suis pas trop achalante pour ça. Puis moi, je n'ai pas le temps de m'impliquer tant que ça. Donc, ce que j'ai fait en étant ambassadrice, j'ai un fils qui est très bon dans les réseaux sociaux, dans le réseautage, dans le marketing et tout ça. Alors, à un moment donné, on m'a demandé d'être sur oui, ambassadrice, mais aussi sur un comité de financement. Je n'avais pas le temps, donc j'ai refilé ça à mon fils, puisque je tenais juste à dire quand on est des donateurs, donatrices, je pense individuelles aussi, je pense que par l'exemple qu'on donne, en tout cas, moi, je vois que mes enfants ont aussi ça très, très à cœur de dire, aussitôt que j'ai demandé à mon fils, veux-tu t'impliquer? C'était pas nécessairement son milieu à lui, mais c'est pour aider les jeunes auteurs de la relève et tout ça. Puis, il a fait, ah ben oui, j'embarque. Et bon, il y a eu beaucoup plus de succès que moi, dans le sens où lui, il a vraiment participé avec une implication beaucoup plus présente que moi, parce que moi, je n'avais pas tout ce temps-là. Fait que dans ce temps-là, je me dis, oui, quand je suis ambassadrice, je vais refiler ou demander à des gens de mon entourage de participer avec moi. Puis bon, là, leur réponse n'est pas de mon ressort, mais quand on dit oui, ben c'est ça. Je trouve que c'est une belle façon de promouvoir. Moi, ça me donne en tout cas ce goût-là, cette envie-là de participer davantage. Parfait.
Parfait, super intéressant. Une question que Sarah avait posée un petit peu plus tôt. Par exemple, je sais que Marjolaine t'a mentionné bénévolat pour les employés. Elle demandait si on pouvait donner des exemples, par exemple, du bénévolat de terrain, peinture, activités avec les enfants, ou plus du bénévolat d'expertise, comité d'honneur, CA, partage d'expertise. Puis, au niveau de la durée, est-ce que des opportunités, une journée en main ou sur plusieurs mois, un engagement régulier? Qu'est-ce qui... Bien, on a les deux. On a les deux. Je dirais qu'on a certains employés qui, tu sais, je pense au groupe finance chez Bell qui, une journée par année, font un bénévolat d'équipe et ils nous appellent aux investissements communautaires en disant Marjo, as-tu un organisme là, qui aurait besoin qu'on aille faire une journée de ménage dans leur organisme ou de faire de la peinture ou d'aller planter des fleurs? Alors, eux sont très spécifiques, c'est comme une demi-journée ou une journée. Et là, ben, on recherche dans quel organisme aurait ce besoin ponctuel-là d'aller faire peut-être une corvée, comme on dit. De remplir Moisson Montréal, c'est sûr, c'est un incontournable, ou servir des repas à Mission Oldbury. Il y a ces choses-là qui sont possibles. Mais parfois, parmi nos petits organismes en santé mentale, puis ils ont un besoin ponctuel d'aller repeindre la cuisine ou peu importe. Ça, on le fait. Mais j'ai aussi des employés qui sont bénévoles sur des CA. Au niveau juridique, par exemple, on a des avocats du contentieux qui sont sur des CA, puis c'est leur expertise juridique qui est sollicitée, ou une experte en com qui est sur un CA aussi. Alors, ça peut être les deux. Fait que c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir les opportunités de bénévolat parce que, tu sais, Bell veut pas, à chaque année, on a plus de 250 000 heures de bénévolat. On redonne 1,1 million à des organismes en soutien du bénévolat qui a été fait par nos employés. Et puis, pour ce 1,1 million-là, on ne demande pas de reconnaissance particulière, on ne demande pas de reddition de compte, on ne demande pas, tu sais, c'est très lousse là, sur cette opportunité-là d'aller chercher des sous additionnels pour les organismes. Merci. Une question de Vanessa de Lamdi. Elle dit, vous avez beaucoup parlé de personnalisation des communications. Afin de mieux vous connaître, peut-on le faire via un sondage envoyé largement? Est-ce que c'est une bonne pratique? Moi, le sondage, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui y répond de façon générale, malheureusement. Donc, je pense que ça dépend à qui vous vous adressez. Mais de ce que je vois, en tout cas dans les organismes qu'on finance, j'ai l'impression qu'en général, ça dépend de l'organisme aussi. Mais si vous avez 4 à 5 donateurs, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de les appeler individuellement et d'en discuter, d'avoir une petite réunion avec chacun d'entre eux. Ça peut aussi être l'occasion de donner de vos nouvelles. Donc, je pense que en tout cas, de notre côté, ce serait justement un peu plus personnalisé comme approche qu'un sondage. Oui, je pense que... Parce qu'un peu comme quelqu'un a mentionné un petit peu plus tôt dans les commentaires, est-ce que les formulaires remplis en ligne vont assez loin pour nous permettre de bien vous comprendre? Je pense que c'est un petit peu la même chose au niveau des sondages. Donc, une conversation, lorsque c'est possible, c'est fort intéressant pour... Oui, puis je vous dirais que je ne suis pas sûre que je remplirais un sondage afin de mieux me connaître. Je pense que si vous allez sur mon LinkedIn, vous allez en savoir déjà beaucoup sur moi, sur mes intérêts. C'est pour ça que je dis, faites vos recherches, autant pour aller voir le rapport de responsabilité sociale de Bell ou le FIT ou le site web de Bell Cause, que quand vous voulez parler à un individu en particulier, ben, des fois, il y a accès à de l'information qui va vous donner le filon ou le point commun qui va vous donner le levier pour appeler cette personne-là, puis avoir déjà peut-être un sujet en commun sur lequel bâtir la relation. C'est intéressant. Écoutez, il est 11h moins 9, hein? On est vraiment dans les temps. J'espère que pour tout le monde, ça a été intéressant, que vous avez vu des éléments. Je crois qu'il y a des grands points qui se dégagent, la personnalisation, apprendre à connaître. On est conscient de tout le temps que ça prend du côté des organisations. Je pense comme donateur, on est aussi conscient que
ça se complexifie, hein. On vous demande chaque type de donateur. Aujourd'hui, ce matin, il y avait donateurs corporatifs, des fondations privées, des fondations communautaires, des donateurs individuels à différents stades de leur carrière. Donc, ça module beaucoup les attentes et les objectifs. Donc, on est conscient de toute cette complexité-là, mais je pense que c'est un rappel qu'un partenariat philanthropique, c'est avant tout une action humaine. Donc, c'est important d'apprendre à connaître les gens qui se cachent derrière le don. Autant pour nous, on a besoin de bien vous connaître, puis vous aussi, je pense que comme donateur, des fois, on va avoir une idée préconçue sur une organisation parce que de ce qu'on connaît d'eux, de ce qu'on a entendu, mais c'est dans les conversations qu'on bâtit avec vous qu'on arrive à les réduire, ces idées préconçues-là, ou à confirmer ou infirmer des choses qu'on pense. Mais je pense que c'est la même chose aussi, tu sais, de ne pas hésiter à nous poser des questions. Je pense que ce que vous avez entendu ce matin, c'est qu'on est prêt à y répondre, qu'on aime avoir être capable de confirmer ou infirmer, nous aussi, c'est quoi nos attentes, nos objectifs. Puis c'est en travaillant là ensemble qu'on arrive à ce beau moment-là du partenariat où on n'est pas du tout dans le dire oui à tout pour faire plaisir aux donateurs ou dire non à tout parce qu'on a l'impression qu'ils nous en demandent trop. Donc, ce sweet spot, pour bien parler français, où on arrive à se faire confiance, à se connaître et à pouvoir aller plus loin, hein, sur des choses. Donc, c'est le fun quand on gagne 5 minutes dans notre horaire de la journée. Fait que je dirais, ben, merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Vous avez vu dans le chat, ma collègue Marie a partagé un sondage d'appréciation. Si vous voulez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous fait super plaisir. Puis je tiens à remercier grandement là, tous nos panélistes, Chantal, Claude, Marjolaine, Floriane et Cathy, pour votre générosité. Puis on a fait appel à des gens qui ont trouvé avec des relations vraiment intéressantes avec les gens qui soutiennent. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour tous. Et je vous souhaite un excellent jeudi ensoleillé et une très belle et fructueuse réflexion en cette journée de la réconciliation et de la vérité. Merci beaucoup.